prête pour notre duel spirituel? Oh mon Dieu. Oui. C'est l'heure, c'est maintenant l'heure. Donc, je vous rappelle, le duel spirituel, le concept est simple. Je pose des questions à Lina auxquelles elle devra répondre et vice-versa sous le thème nos réussites et nos échecs. On n'a pas de script pour ça, donc j'ai aucune idée de ce qu'elle va répondre et vice-versa, donc c'est toujours très intéressant et très surprenant. Et donc, sans filtre et sans dignité, on vous dit tout. On vous invite, chers enchanteurs, à partager vos secrets avec nous sur le chat, évidemment, si le cœur vous en dit. Vous pouvez garder votre dignité, ce que nous ne ferons pas, parce que, voilà, c'est le but de l'émission. Première question. Quel est le rituel qui a réussi le plus rapidement dans ta pratique? Eh bien, j'en ai un peu honte. Mais en fait, parce que j'en fais plus du tout aujourd'hui. Mais c'est les rituels d'amour réciproque que l'on fait quand on est tout jeune et quand on est tout jeune ou quand on est tout vieux aussi, ça peut marcher, hein. Mais c'est le genre de rituel qui marchait super bien. Après, il y en a plein d'autres qui ont marché, heureusement, sinon je pense pas que je serais là pour en parler. Mais c'est vrai que c'est des choses, aussi des rituels pour l'amour réciproque et pour apaiser les tensions. C'est quelque chose que je faisais souvent dans la vingtaine et qui marchait super bien. Oh! Voilà. Et toi? J'aurais pu juste répondre avec ça. J'ai fait un rituel. J'en ai déjà parlé. Moi aussi, j'en ai honte, mais parlons-en parce qu'on est là pour ça. J'ai fait un rituel à un moment donné pour mettre fin à une relation de couple. Vous savez, le genre de relation où est-ce qu'on essaie de communiquer que ça fonctionne plus, mais que la personne s'acharne et se dit, mais non, c'est sûrement juste dans ta tête, je vais faire des efforts, je vais changer ou quoi que ce soit. Et cette personne-là ne voulait pas mettre fin à la relation. Et ça perdurait depuis des mois et des mois et je ne savais plus quoi faire. J'avais même caressé l'idée de commettre l'adultère ou de faire quelque chose de très bas pour faire en sorte que ça se brise et que la personne accepte la rupture. Et finalement, j'avais fait une demande à ce moment-là pour que cette personne, au lieu de demander que, un peu à l'inverse de toi, au lieu de demander que la situation se cesse de façon brutale ou quoi que ce soit, j'ai fait une demande avec bienveillance et j'ai demandé que cette personne-là trouve l'amour ailleurs et voit que la relation est à sens unique. Et ça a fonctionné. Et on parle, c'est une question d'une semaine. Cette personne-là est sortie. Ouais, cette personne-là est sortie pendant quelques jours après que j'ai fait la demande, n'est pas rentrée coucher ce soir-là. Là, je me suis dit, oh, je savais qu'il se passait quelque chose. Finalement, il est rentré très, très tard. On a eu une discussion, vous savez, le genre de discussion un peu louche de fin de nuit, où est-ce qu'il est comme 3 heures du matin, où est-ce qu'il fallait qu'on me réveille pour parler, là. Et finalement, il s'est rendu compte ce soir-là qu'il y avait eu le coup de foudre pour quelqu'un. Hein? Donc, mon rituel a fonctionné très, très, très rapidement. Donc, je dirais que est-ce que peut-être mon intention était tellement intense, tellement puissante que ça l'a vraiment influencé le rituel à fonctionner rapidement. Et pourtant, j'ai pas travaillé avec un élément feu, comme vous savez, je l'évite. Mais le rituel a très, très bien fonctionné et j'ai été assez surprise, au même point que j'étais peut-être même pas prête à ce que ça se passe aussi vite que ça. Donc, mais voilà, ça a fonctionné très bien. Donc, hein? Ok, excellent. Peut-être qu'il utilisait le genre de sortilège que j'utilisais à l'inverse pour que tu restes, en fait. Il va falloir qu'on s'en parle en privé, en secret. Et je me rends compte que j'ai pas timé parce que c'était dans la question. Et ça s'est fait sur 3 semaines, 1 mois. Et c'était par rapport à des tensions sous mon toit avec mes colocataires. Et c'était vraiment invivable. On n'en pouvait plus. On était 2 couples dans une même maison. Et du coup, ça a provoqué
Ça a provoqué une énorme discussion aussi, mon rituel. Et du coup, en 3 semaines, un mois, même un peu moins, on a pu déménager, quoi. Et tout a été super, super fluide. Et on est parti, quoi. En un mois, on vivait ailleurs. C'était génial. Mais c'est fou. Quand notre intention est vraiment bien claire, c'est quelque chose, je pense que tu me poses une question similaire un petit peu plus bas, mais c'est quelque chose que les pratiquants semblent ne pas mettre vraiment d'importance à, mais je pense que c'est très, très, très important quand il est question de faire le rituel, d'avoir ce désir-là, cette intention-là le plus clair possible. Pas juste de dire j'espère que les choses vont bien aller. Non, il faut qu'on le ressente, il faut qu'on l'aille. Puis je sais parce que je me rappelle très bien d'avoir été tellement pour que je me tourne vers un rituel pour que ça cesse. C'est parce que j'avais vraiment un besoin. Oui, j'ai vraiment feuilleté toutes les possibilités. Et donc je me disais mais c'est absolument ridicule là, il faut que ça cesse. Et donc, je me rappelle d'avoir fait la demande et c'était d'une assurance. J'avais même pas de doute que ça allait fonctionner. Là. Je me suis vraiment investie puis je me suis dit je ne suis plus capable d'endurer ça. Il faut que cette personne-là quitte ma vie. C'était à ce point-là. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Donc, venant de ton expérience et de mon expérience, je crois qu'on peut en conclure auprès de nos auditeurs qu'effectivement, c'est quand cette intention-là que vous avez, vous la ressentez, là, que ça peut pas être plus clair que ça, votre décision est prise intérieurement, les choses se mettent en place et ça se fait tout seul à partir de là. Donc, voilà. Tout à fait. Mais souvent, on a souvent tendance à dire qu'on peut pas utiliser la pratique pour tout et n'importe quoi. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est bien parce que là, on était toutes les deux dans un dernier recours pour utiliser justement notre pratique de la sorcellerie pour acter réellement quelque chose de concret qui nous bouffait le quotidien. Ouais. Mais on s'est quand même tourné vers, quand on n'en pouvait plus, on s'est quand même tourné vers ça pour aller de l'avant. Et je trouve que c'est un bel exemple que l'on donne à nos auditeurs ce soir. C'est chouette. J'aime bien. En plus, le genre de rituel qu'on évite le plus souvent de recommander aux gens, puis ça a toujours rapport avec l'amour généralement parce que on en a déjà parlé. Les risques, c'est pas qu'on considère pas que c'est pas efficace. Le problème, c'est que la ligne entre, parce que ça implique d'autres personnes. Tout à fait. À moins, quand on est seul, qu'on cherche l'amour ou quoi que ce soit, on fait une demande pour chercher l'amour, c'est très différent. À moins que vous ayez jeté votre dévolu sur quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un de visé à travers ça, c'est là que la ligne entre demande et manipulation devient très, très mince, là. Si c'est une demande qui ne s'adresse qu'à vous, spécifiquement, vous ne visez pas une personne en particulier, ces rituels-là peuvent très bien fonctionner. Là où est-ce qu'on ne veut pas le recommander, c'est pour les gens qui ont une personne spécifique en tête. Dans ces moments-là, ça devient très, très, très complexe parce que oui, effectivement, on se rapproche de la manipulation et c'est quelque chose en tant que créatrice de contenu, en tant qu'enseignante, en tant que pratiquante d'expérience, on ne recommande pas de faire. Donc, voilà. C'était le petit avertissement du moment. Voilà. Question suivante. Quel est le plus gros fail que tu aies vécu et comment as-tu géré les conséquences? Comment tu prononces ça, Lina? Un fail? Un fail? Un fail? Un fail? Un fail? Un fail. It's a fail. Oui, bon. Consécration pour moi, étrangement, j'ai foutu le feu à ma nappe. Donc, c'était mon premier rituel de consécration. Je m'étais donné, évidemment. Et quand j'ai fait mon rituel, je me rappelle pas ce que j'avais consacré. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est une étape que je n'inclus plus dans mes rites de consécration. J'avais écrit ma demande sur une feuille de bouleau. Mais une feuille de bouleau, là, pas un petit carré ridicule, un pas pire morceau de bouleau. J'avais écrit ma demande là-dessus, puis je me suis dit, tiens, je vais le faire légèrement flamber, puis je vais récupérer les cendres, puis je vais utiliser mes cendres pour faire un onguent de consécration. Ça allait loin, mon histoire. Et finalement, le bouleau, ça crame, hein? Ça crame rapidement. Ça crame bien, ouais.
Sans crier Le gare. sapin aussi, ça crame bien. Voilà, sans crier gare. Et donc, j'avais une toute petite surface parce que je m'attendais que ça allait brûler un peu comme un encens, vous voyez? Et là, ça s'enligne directement dans ma feuille de bouleau et ça dépasse l'assiette. La flamme monte. Écoute, ça monte dans les airs. Il n'y a absolument rien à faire avec ça. Le feu prend à la nappe. Je prends mon bol d'eau de consécration, d'eau de pluie que j'ai purifiée et je m'en sers pour éteindre une partie des flammes. Ça fonctionne pas. Je prends le reste de ma nappe et tous les outils dessus. Je ferme ça dans un baluchon et je saute dessus à pieds joints. Et ça a été mon premier rituel de consécration. Donc, littéralement, un fail. Littéralement. Et bien, moi aussi, j'ai eu pas mal de mésaventures avec le feu. Et maman, si tu m'écoutes, j'avais des espèces de tentures à l'époque quand je vivais encore chez ma maman. Et des tentures donc que l'on met au mur. Et moi, j'en avais suspendu au-dessus de mon bureau. Et ça faisait une espèce de cabane, mais tout était vraiment loin du bureau. Oh. Sauf que j'ai décidé de faire un rituel, je crois que c'était pour la prospérité. Et j'ai failli tout perdre, clairement, ce jour-là. Donc la prospérité 0. Parce que, pareil, la flamme s'est emballée. Parce que j'avais créé des huiles d'onction. À l'époque, je pensais qu'il fallait tremper les chandelles dans l'huile. Oh. Voilà. Grosse erreur de débutante. J'étais jeune pour ma défense. Je crois que je vais me planquer derrière ça toute la journée. Non, mais j'étais jeune. J'étais vraiment jeune, vous savez. Et du coup, j'ai recouvert. L'huile a servi évidemment à faire coller mes plantes sur la chandelle. Et sauf que quand j'ai allumé, les 10 premières secondes, la flamme était normale. Dès que la flamme a touché un tout petit peu l'huile sur le rebord, j'ai eu une flamme d'une 15aine de centimètres qui est venue, qui a touché du coup la tenture en toile fine du coup qui était au-dessus de mon bureau. Et là, il y avait une flamme géante dans ma chambre, hein, littéralement. Et j'ai crié donc. Heureusement, je n'étais pas seule à la maison. Et je me suis fait pourrir. Ma mère a réussi à éteindre le feu en prenant ma couverture de mon lit, qui a aussi cramé à moitié. Enfin bref, et du coup j'ai été interdite d'allumettes, de briquets et de bougies en tout genre dans ma chambre pendant quelques temps suite à ça. Et voilà. J'ai failli cramer ma maison. Il va falloir changer le nom de notre émission pour les pyromanes. Mais j'adore le feu, c'est vraiment l'un de mes éléments préférés avec la terre. Et sauf que je l'ai pas toujours bien vécu cet élément, quoi. Mais c'est pareil pour moi, comme tu peux t'y attendre. Non, non, même chose pour moi. J'avais acheté il y a eu cette tendance à un moment donné des gens qui vendaient des chandelles piliers avec un paquet d'herbes sur le dessus. Il y avait des fruits séchés. Je sais pas si vous savez, mais un fruit séché dans une flamme, ça explose. Si vous le saviez pas, voilà. Mais j'avais des baies de génévrier sur le dessus de cette chandelle-là. Et comme vous savez, cet événement de consécration m'a un petit peu ruiné l'ambiance pour un moment avec les chandelles. Et je suis en train de faire une méditation. Là, j'ai peut-être une dizaine de baies de génévrier sur le dessus de ce pilier-là. Et là, en fondant, ça roule. Ça roule dans la cire molle et ça se retrouve dans la flamme et ça explose. Donc, j'ai les yeux fermés. Je suis en train de faire ma petite méditation relax et tout ça. J'essaie de réapprivoiser ma connexion à l'élément feu. Et là, j'entends « pow, pow, pow ». Puis je suis comme « qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je vois non seulement que la baie de génévrier est en feu, mais qu'elle est sortie de la chandelle puis qu'elle a atterri sur mon tapis au sol. Donc, non, vraiment, le feu et moi, les baies de génévrier, c'est
j'ai bien tenté de connecter, j'ai bien tenté d'apprivoiser, mais on a beaucoup de chemin à faire, moi et l'élément feu. Le petit conseil supplémentaire, au-delà des fruits secs, qui ne sont jamais vraiment secs d'ailleurs, ne trempez pas, parce que ça paraît bête comme ça, mais la première fois qu'on fait qu'on badigeonne, on va dire, nos chandelles, il ne faut pas les détremper dans un bol, quoi. Et surtout, méfiez-vous aussi des huiles que vous utilisez. Moi, ça fait un bon bout de temps que je suis restée sur l'huile de tournesol, parce que je trouve que c'est quelque chose qui atteint pas trop la chandelle, c'est facile à manipuler et ça évite ce genre d'accident. Et surtout, enfin, si vous êtes seul à la maison et que vous perdez votre sang-froid ou que justement, comme Valérie, vous avez les yeux fermés, enfin, ça peut avoir des conséquences très graves. On en rigole parce qu'on a appris de nos leçons, mais voilà quoi. On ne détrempe pas des chandelles. Et on essaye de faire ça avec des huiles plus ou moins safe. Moi, j'évite tout ce qui est huile, jojoba, tout ça et tout. Je travaille pas avec ce genre d'huile. Et là, le soleil revient, donc le tournesol, ça me paraît évident. Mais si vous voulez pratiquer avec autre chose, checkez sur Google avant, quoi. Oui, et puis si vous utilisez des huiles, de toute façon, quand on huile une chandelle, en général, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, généralement, ça va être une goutte entre le pouce et l'index, puis c'est ce que j'utilise pour huiler mes chandelles. C'est très rare. Les moments où je vais mettre plus d'huile dessus, c'est parce que je veux les rouler dans les herbes, possiblement, mais je les utilise pas cette journée-là spécifiquement. Donc, ça a quand même le temps. Il y a une certaine petite évaporation. Vous pouvez aussi travailler avec les baumes ou encore les onguents que vous pouvez... mais encore là, ça en prend jamais beaucoup. C'est quand même très, très, très important là, de faire attention. Essayez aussi d'avoir quelque chose près de vous pour éteindre. Bon, évidemment, ce serait facile d'imaginer arriver devant mon hôtel avec une chaudière remplie d'eau. Mais je me sentirais beaucoup plus... rassurée. Je pense qu'on en a déjà parlé d'ailleurs qui vendent maintenant des couvertures thermiques pour éteindre les incendies. Donc, tentez là, le plus possible d'être dans un endroit où est-ce que c'est sécuritaire, de faire brûler des choses. Et si c'est quelque chose qui risque, même si vous êtes en nature, là, c'est pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur, surtout avec les canicules ou les sécheresses, soyez dans un endroit où est-ce que c'est sécuritaire. Parce que, bon, des fois, c'est pas nécessairement le feu de la flamme qui va créer le problème. Il peut y avoir des étincelles et ça peut causer problème. Donc, voilà, c'était le cours Magie qui flambe de 101. Sécurité d'abord, très important. J'ai l'impression qu'il me manque un petit chapeau de pompier là, pour vous expliquer. Faites attention. Je continue avec nos questions de duel. Prochaine question. Quelle est la clé du succès selon toi pour une demande rituelle? L'ancrage. J'allais dire l'intention, mais oui, bien sûr, évidemment, mais l'ancrage. Pour moi, mais le vrai ancrage, quoi. Enfin, celui où tu as les deux pieds au sol, où tu sens comme des racines qui se plantent qui viennent de la plante de ton pied et qui vont sous le sol de ta maison, quoi. Quelque chose où, pour moi, c'est vraiment ça. Et quand j'ai pas eu ça, ou que j'étais trop ailleurs, ou que j'ai voulu faire rapide, ça n'a jamais marché. Voilà. Et toi? C'est un excellent conseil. En fait, le mien rejoint le tien un peu, c'est d'être dans un état d'esprit neutre pour être vraiment concentré sur la demande, le travail qu'on va effectuer finalement. C'est pas le temps d'être distrait, c'est pas le temps il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai fait un rituel, mais ça n'a pas fonctionné. » Et la question, c'est t'étais dans quel état d'esprit quand tu le fais? Est-ce que tu étais concentré sur ce que tu faisais? Parce que chaque geste, chaque pensée, chaque action rituelle que vous allez faire doit être imprégnée de cette intention-là ou de ce besoin-là. Donc, vous devez être concentré sur ce que vous faites. Donc, ça vient un peu rejoindre ton conseil d'ancrage. De mon côté, c'est vraiment d'être dans un état d'esprit qui est neutre. Si vous êtes trop émotif, ça va probablement fonctionner quand même parce qu'il va quand même y avoir un échange d'énergie qui va se faire, mais ça peut venir justement brouiller un peu le dénouement de votre rituel. Je prends un exemple. Quand j'ai fait ce rituel de fin de relation-là, dont je parlais un petit peu plus tôt, si j'avais été dans une situation où est-ce que j'étais particulièrement
triste ou fâchée, j'aurais peut-être produit un résultat beaucoup plus radical de ce que j'aurais voulu qui se passe finalement. Ça s'est passé très en douceur, ça s'est fait dans la communication, dans le respect mutuel. Mais si j'avais été fâchée puis dire est-ce qu'il va me lâcher un jour? Je veux qu'il se débarrasse. Si j'avais eu cette attitude-là au moment de faire le rituel, j'ai pas l'impression nécessairement que ça serait bien passé. Ou même des fois, on passe à côté, on met beaucoup trop d'émotions dans ce qu'on fait et ça peut justement venir ternir un petit peu l'intention qu'on a derrière parce qu'on pense pas clairement avec notre esprit. Donc, je pense que c'est très important, au même titre que toi, ancrage ou encore au niveau d'une intention claire par un état d'esprit qui est neutre. Tout à fait. T'as-tu déjà fait ça, toi, par contre, d'être dans un état d'esprit qui n'était pas approprié? C'est ça. Et je suis quelqu'un qui a tout le temps plein de choses dans l'esprit, et des fois ça m'a déjà même malmené après un rituel où l'effet inverse c'est complètement produit, quoi. C'est un peu intime, donc je vais pas m'étaler, mais je suis partie avec une intention très claire, et en fait je me suis laissée disperser durant tout le rituel parce que je me suis pas du tout ancrée et je voulais être dans la rapidité, dans le vite fait, bien fait, voilà. J'ai un peu honte de dire ça, c'est dur, hein. Elle est dure, cette émission. Mais j'ai voulu faire vite fait, bien fait, en mode je tente le tout pour le tout. Et au final, ça s'est un peu retourné contre moi-même. Donc, ouais, c'est pas à faire, quoi. 80% du temps, il nous arrivera rien si on fait mal un rituel, mais il peut y avoir quand même des conséquences. C'est, voilà. Et penser, je l'ai plus fait suite à ça, et je considère toujours, je laisse toujours une énorme place à ce qui est sacré. Et s'asseoir derrière mon autel, c'est quelque chose de sacré, et je ne peux plus me le permettre de le faire à la va-vite. Si j'y vais avec ancrage, intention, et si besoin, protection pour des travaux un peu particuliers, mais toujours, ouais. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, vraiment être focus, quoi. Oui, Et vraiment, moi, c'est la même chose. C'est ça. La même chose m'est arrivée aussi, au même titre que toi, dans le sens que d'être distraite ou de le faire justement trop rapidement sans y mettre l'intention. J'avais un peu l'impression de jouer à la sorcière. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'avoir vraiment comme, OK, je prends ma potion, je fais ci, je fais ça, mais il n'y avait pas d'intention en arrière. Puis ça donne vraiment l'impression, je veux pas dire amateur, mais c'est un peu ça. Là. C'est à ton tour de m'humilier avec une question. Quelle est selon toi l'erreur la plus courante que font les pratiquants en magie, et l'as-tu déjà faite toi-même? Je pense qu'on a répondu à cette question. Oui, on a répondu du coup, oui, tout à fait. Mais oui, je pense que c'est l'erreur la plus courante de faire que de suivre un rituel comme une recette de pâte à biscuits. J'en parle souvent parce que c'est littéralement quelque chose qu'on a... Au début de la pratique, c'est excusable. On s'entend, on commence, on sait pas trop ce qu'on fait, on suit ce qui est écrit dans le livre, puis on a vraiment l'impression qu'on va faire un changement, puis qu'on va vraiment accomplir quelque chose à travers ça. Mais on y met zéro du nôtre dedans. C'est vraiment, on fait un paquet de gestes qui sont absolument dénués de toute intention, parce que dans la plupart des livres, on parle pas de cette chose-là. Dans la plupart des livres, tout ce qu'on fait, c'est vous dire quelle est la marche à suivre, mais on va peut-être en parler en introduction au début du chapitre sur les rituels, mais ça va pas plus loin. Puis j'ai vraiment l'impression que la plupart des pratiquants, au début du moins, quand on commence la pratique, on est vraiment très, 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 très motivé par l'idée de faire un rituel. Et du coup, on prend pas le temps de le faire comme il se doit, c'est-à-dire avec intention, avec visualisation aussi. Et donc, je pense que c'est une des erreurs que la plupart des pratiquants font, de faire les rituels. Puis quand tu leur demandes pourquoi ça n'a pas fonctionné, généralement, ils vont dire « Je comprends pas, j'ai suivi toutes les étapes à la lettre. » Et là, moi, ça me donne un indice qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour pallier à ça, je vous propose un livre. Ça vient de me venir pendant que Valérie parlait. Anne Moura a fait une série de livres super intéressantes sur le sujet qui s'appelle, je crois, Sorcière verte. Mm-hmm. Où justement, il y a une phrase qu'elle dit dedans que j'adore par-dessus tout, c'est que le début du rituel commence quand on commence la quête des ingrédients. Et c'est déjà le début, ça marque déjà l'intention. À partir du moment où tu ramasses ta petite plante, où tu vas chercher la pierre que tu as envie de faire pour une amulette ou je sais pas, et ben c'est déjà là c'est déjà là que l'intention et le rituel commencent. Et d'ailleurs, elle fait de très bonnes, on va dire, marches à suivre, comme tu dis. Et mais c'est un peu plus profond que ça. Et elle l'explique très très bien dans son bouquin, pourquoi tu choisis cette pierre, pourquoi tu choisis ça, pourquoi tu veux faire comme ça, pourquoi tu veux utiliser la tamée que tu n'as jamais utilisée, enfin, les 7 pourquoi, quand tu prépares un rituel, moi je les trouve essentiels, et même dans les choses que tu fais quotidiennement et tout, c'est une phrase que j'utilise souvent aussi en introspection, de toujours faire le pourquoi. Et quand j'ai répondu à la question, je reprends ma réponse et je repose un pourquoi pour essayer d'aller fouiller au plus profond de mon être pour trouver les réponses. Et donc du coup, parfois ça va jusqu'au rituel et parfois je m'arrête avant parce que moi-même j'ai trouvé ma réponse toute seule, quoi. Voilà. C'est absolument génial. Écoute, c'est effectivement un très bon conseil à donner parce que oui. Du moment où est-ce qu'on se prépare, même ne serait-ce que de regarder dans l'agenda à quel moment la lune va être à sa pleine capacité ou autre pour un rituel, déjà là, l'intention se met en place. Et j'irais même jusqu'à dire, puis je pense que j'ai parlé de ça avec Maggie à quelques reprises autour d'une coupe de vin. Puis on se disait, des fois, on se rend même pas au rituel. Des fois, juste le fait de commencer à préparer l'intention puis à dire, OK, j'ai besoin de faire une demande et tout ça, des fois, on se rend même pas jusqu'à l'étape de faire le rituel. Les choses se mettent en place déjà. Il y a déjà un changement qui s'active. Donc, ça, c'est intéressant, justement, d'avoir cette optique-là, de se dire, du moment où est-ce qu'on est en préparation, le mouvement, les énergies, le changement s'amorce déjà. Tout à fait. Là, parce que je ne sais pas si nos auditeurs nous entendent, je pense que je vais demander s'ils veulent qu'on leur envoie les questions dans le chat en même temps. Oui, bonne idée. Donc, la prochaine question est pour toi et nos auditeurs on va envoyer la question. Est-ce que tu as déjà fait une demande qui s'est réalisée encore mieux que ce que tu espérais? Oui, souvent. Ça tourne autour de ma pratique du culte aux ancêtres. Je pose énormément de questions à mes défunts, plus que aux lignées ancestrales directes. Mais je pose beaucoup de questions. Il faut savoir que remonter mon arbre généalogique dans ma famille, c'est pas évident, même s'ils sont nombreux à être vieux et à savoir ce qui s'est passé avant nos naissances. Mais c'est toujours très compliqué. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers mon addiction première dans ma pratique, la divination. Et je demande à l'un de mes défunts de me guider vers de potentielles réponses. Et j'ai connu cette personne. Donc, et il faut savoir que ma façon, c'est propre à mes croyances, hein, mais ma façon de me connecter à cette personne ou de savoir qu'elle est là et qu'elle me fait suivre un chemin, si je puis dire ça comme ça, je sens l'odeur qu'elle avait de son vivant. Oh. Et du coup, je cherchais des réponses sur l'une des branches de mon arbre depuis des semaines. Et il y a certains sujets et avec certaines branches de la famille, donc je ne peux pas aborder avec mes oncles. Donc du coup, je creuse. Et quand ça faisait 2 ans que j'avais pas vu l'un de mes oncles. Je fais 2 heures de route. On s'était prévu un repas avec les cousins et on savait que j'allais forcément croiser leurs parents.
Et il y a eu un seul moment où j'ai pu vraiment discuter au cours de cette journée avec l'un de mes oncles, du coup, en question. Et je ne savais pas que lui pouvait avoir potentiellement des réponses parce que c'est le plus jeune de la fratrie. Et bien à ce moment-là, j'avais fait la demande genre peut-être une semaine auparavant, pas plus. Et avec insistance, et là justement j'ai pas bâclé parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, au moment où il a sonné à la porte, j'ai senti l'odeur de ma défunte. Et il a ouvert la porte et au cours de la journée, il est venu m'en parler sans même que je pose une seule question à ce sujet. Et genre, ça m'est tombé dessus comme ça, à tel point qu'au bout d'1 heure de conversation, j'ai simulé une envie de pipi pour aller prendre des notes dans les toilettes pour ne rien oublier de ce qui était en train de se passer, quoi. Et c'était génial. Et à la fin de la journée, j'étais là, mais merci, quoi. J'ai fait les 2 heures de route sens inverse pour rentrer chez moi en mode, mais merci, quoi. Merci la vie, quoi. J'étais trop contente. Voilà. Et toi? Écoute, c'est une superbe expérience. Moi, ça s'est fait aussi, mais dans un état, j'étais à moitié heureuse et à moitié frustrée du dénouement de la chose quand j'ai fait cette demande-là. Donc, c'était avant la pandémie. Ça n'a rien à voir avec la pandémie, cela dit. Je n'ai pas créé ça, je vous rassure. J'avais fait une demande parce que, bon, je venais d'avoir ma voiture, en fait, parce que, bon, pour, voilà, confidence, tranche de vie et humiliation, j'avais fait mon permis de conduire temporaire depuis mes 14 ans au Québec et j'étais rendue à 37 ans. Et cela dit, je ne conduisais pas. J'avais toujours mon permis temporaire, mais j'ai jamais eu mon permis de conduire. Et donc, j'ai décidé de faire ça un été. Ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, ça y est, je vais chercher mon cours. Je passe mon permis de conduire, c'est officiel. Donc, tout ça s'est fait en quelques mois et j'ai acheté mon nouveau véhicule. Puis là, j'étais contente, j'avais un véhicule parce que je me tapais énormément de transport, donc transport en commun. Donc, beaucoup d'autobus, des allées et venues de métro. Des fois, ça me prenait 2 heures pour me rendre au travail et 2 heures pour revenir. Donc, c'était très, très, très désagréable. Intense. Très intense. Mais tu vois, encore là, je maximisais mon temps, j'amenais mes trucs pour étudier, j'avais des trucs à faire, je prenais tous ces instants-là à mon propre avantage. Mais reste que je m'étais dit, bon, il faut que les choses se placent. Et là, j'ai fait ma demande. Et j'ai eu mon véhicule. J'ai acheté un véhicule neuf que j'ai loué, tout ça, parce que c'était plus facile pour les paiements et tout. Et je pensais que c'était ça le dénouement. J'ai en fait mon véhicule, je vais pouvoir prendre mon véhicule pour aller travailler le matin. Une semaine après, mon patron m'appelle dans son bureau pour me dire, il dit, fait une couple de fois, il dit que, tu sais, au lieu de prendre, tu sais, parce que le métro était arrêté ou il y avait une panne d'autobus, fait que je retournais chez moi puis je travaillais de la maison. Parce que je me disais, bon, ça sert à rien. Le 2 heures que ça va me prendre pour arriver au bureau, je vais avoir perdu la moitié de la journée. Donc, je vais rester à la maison, puis j'appelais mes patrons pour dire, écoute, il y a une panne de métro ou il y a une panne d'autobus, je suis obligée de rester chez moi puis travailler de la maison. Et là, il m'annonce qu'ils se sont rendus compte que non seulement je travaillais très bien de la maison, mais j'étais encore plus productive quand je travaillais de la maison. Et du coup, ils m'ont offert de travailler de la maison à temps plein. Avant la pandémie, après que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir un véhicule. Alors, voilà. Alors, je me suis retrouvée chez moi avec un véhicule stationné dans l'entrée qui, voilà, rouillait à ne pas rouler, finalement. Donc, ça, c'est le genre de situation où est-ce que je me dis, avec un recul, je me dis, est-ce que j'ai été trop rapide sur cette demande-là? Est-ce que j'ai visé, parce que clairement, je me disais, il y a trop de transport, il faut que je trouve une solution, il faut que j'aie un véhicule. C'est ça que j'ai visé. Est-ce que j'ai visé trop spécifiquement un objectif? Puis que là, les énergies m'ont dit comme c'est mignon, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et que là, ils m'ont donné cette opportunité-là, justement, de faire en sorte que non seulement, j'aurais pas eu besoin de véhicule, mais j'aurais pu juste travailler de la maison. Donc, c'est le genre de situation où est-ce que tu te poses beaucoup de questions sur comment ton intention a été envoyée
de quelle façon tu étais concentrée sur ton intention? Est-ce que au moment de faire mon rituel, tout ce que je voulais, c'était un véhicule? Ou est-ce que c'est cette impatience-là qui a fait en sorte que j'ai eu 2 dénouements non complémentaires? J'ai aucune idée, mais si ça fait beaucoup réfléchir, puis ça m'a vraiment embêtée pendant longtemps parce que là, je me disais, clairement, il y a eu comme une interférence à travers ça. Parce que j'aurais pu avoir un ou l'autre, puis j'aurais été contente avec un ou l'autre. Mais là, j'ai eu les 2 en même temps et ça a causé plus de... C'est pas un problème d'avoir un véhicule puis de travailler de la maison, mais ça a quand même causé beaucoup de complications dans ma vie, dont des paiements de voiture que j'aurais pas eu à faire parce que je travaillais de la maison de toute façon. Ensuite, la pandémie a frappé, donc la voiture, je l'utilisais 1 fois par semaine, c'est tout. Donc, c'est là qu'on se rend compte quand on dit aux gens, faites attention à ce que vous souhaitez. Ça en est un exemple. Je pense que j'ai pas été patiente. Les choses se mettaient en place déjà parce que je sentais qu'il y avait un besoin de changement qui devait être fait. J'avais pris déjà certaines actions pour atteindre une certaine indépendance des transports en commun. C'était en place. Puis là, je me dis, je crois que j'étais trop impatiente. Puis du coup, j'ai eu le dénouement espéré, mais j'en ai eu un deuxième qui est venu un petit peu brouiller les pistes, brouiller les cartes. Et donc, c'est quelque chose qui... ça a été une leçon à ce niveau-là, au niveau de la patience puis du concept temporel des énergies qui fonctionnent pas clairement de la même façon que nous. Là. Fait que ça a été une bonne façon de voir les choses à partir de là. C'est aussi un gros défaut que j'ai où c'est comme si parfois on considérait humaines les énergies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en mode, ok, j'ai demandé ça, je vais forcément avoir ça. Et en fait, tu te retrouves face à ta propre réalité, ben, comme ça t'est arrivé, quoi. Et t'es là en mode, ah oui, mais non, en fait. Non. Et ouais, les énergies sont plus imprévisibles qu'on ne le croit. Et ce genre d'expérience nous remet pas mal à notre place quand même. À notre place de petit humain impatient. C'est ça. Y a-t-il un ingrédient ou un outil magique avec lequel tu n'as jamais eu de bons résultats malgré tes tentatives? Pas spécifiquement, mais je te dirais qu'un outil rituel que j'ai gardé longtemps pour absolument rien, c'était une baguette. J'avais une magnifique baguette que j'utilisais littéralement jamais. Je l'ai utilisée 1 fois pour tracer un cercle. Je l'ai échappée au sol. Elle s'est brisée. J'ai pris ça comme un signe. Mais ça faisait des années que c'était là puis ça me servait absolument à rien. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent pour, par exemple, mélanger certaines choses ou autres, mais non, je me suis jamais servi de ma baguette, puis elle était littéralement juste là comme décoration. Puis au moment où j'ai décidé de m'en servir, voilà, je l'ai brisée. Alors, ça a été le début et la fin de cet outil, et depuis, voilà, je n'ai plus de baguette. Et toi? Eh bien, moi, c'est le pendule. Alors, autant pour trouver... ça marche très bien quand je cherche quelque chose ou que je cherche une réponse, un lieu. Mais alors, pour des réponses oui-non, j'avais acheté un énorme bouquin qui est très, très mainstream où il y a genre 350 feuillets pour faire la radiesthésie et tout. Okay. Je n'ai jamais réussi à avoir des résultats avec le pendule. Ça me catastrophe vraiment parce que j'adorerais que ça fonctionne avec moi et ça ne veut pas quoi. Et j'insiste pourtant parce que même des fois quand les réponses sont pas claires, que ce soit par le biais des cartes ou de la tasséomancie, ben je cherche un éclaircissement. Et ben c'est jamais avec le pendule que je l'ai. Et pourtant j'insiste, à chaque fois que je le sors, il est pas loin. Je sais exactement où il est à l'heure actuelle, tu vois, mais c'est vraiment pas un outil avec lequel je match. J'y arrive pas. C'est fascinant. C'est mon outil préféré, le pendule.
Mais les baguettes de radiesthésie, c'est pas simple, en fait. Moi, je les utilise surtout pour mesurer des charges, donc vérifier si, puis bon, il y a eu un temps où je me fais confiance, je mesure rien. Mais j'ai des superbes baguettes de radiesthésie qui brillent dans le noir. Donc, je peux les utiliser dans la pleine noirceur. Pourquoi? Aucune idée. Pourquoi je ferais ça? Mais c'est ça, ils ont un petit edge, donc je les garde, mais je les utilise très rarement. Mais ça aussi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une demoiselle qui utilise des baguettes de radiesthésie pour poser toutes sortes de questions existentielles que son public lui demande. Et j'ai toujours un doute. C'est parce que les baguettes de radiesthésie, tout dépendant comment tu te tiens. La baguette, des fois, bouge toute seule. Donc, c'est là que moi, j'ai un problème parce que moi, je m'immobilise. Puis je me dis, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop tendue. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas. Parce que je veux être sûre que c'est pas moi qui le fais bouger. Un peu comme le pendule, finalement. On a un pendule, puis on est comme... Il me semble qu'on voit notre main bouger. Il me semble que même quand on prend la fameuse pose du coude sur la table, du poignet cassé vers le bas, j'ai toujours l'impression que des fois, on voit notre main qui fait un petit mouvement. C'est ça. On n'est jamais parfaitement immobile. Non, puis on n'est jamais parfaitement en confiance que c'est pas nous qui faisons ça. Donc, ça devient effectivement très difficile de travailler avec ce genre d'outils-là. Tandis que les cartes, ben voilà, hein, les cartes, c'est t'as ce que t'as pigé, hein. Donc, c'est un petit peu plus clair à ce niveau-là. Avec le temps, j'ai fini par faire confiance en mon pendule. Je suis même capable de marcher avec mon pendule dans la main. Il va quand même bouger d'une certaine façon ou pas. Donc, même on dirait que je me suis connectée avec lui, puis que là, mes mouvements ne gênent plus ou n'entravent plus les réponses. Puis même des fois, je vais m'empêcher de regarder le pendule. Je vais regarder ailleurs. Je vais poser ma question une fois, puis après ça, quand je sens qu'il y a un mouvement, là, je regarde, puis je regarde la réponse. Mm-hmm. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est moi qui le fais bouger. Tu sais, je me surestime. Des fois, je me dis, clairement, je voulais que le pendule réponde ça, puis je le regarde, puis je le fixe, puis j'ai vraiment l'impression qu'avec mon regard de puissance, c'est moi qui le fais bouger. Mais oui. Mais c'est quand même ça, tu sais, je me dis, faut qu'on s'y adapte, il faut qu'on essaie justement de se détacher un peu pour avoir vraiment la pleine expérience il faut qu'on soit bien connecté à l'outil aussi. Je pense que c'est quelque chose, on connecte pas des baguettes de radiesthésie, tu sais. Je dirais un pendule, tu peux le mettre sur toi, mais tes baguettes, tu te les mets où, tu sais. À moins que tu aies un sac à dos, ça rentre pas dans le portefeuille, quoi. Ben non, voilà. À mon tour maintenant. Ah, ça, c'est le fun. Comment est-ce que tu réagis quand tout va mal pendant un rituel? Ben, souvent, je rigole et je m'arrête. Tout simplement. Et du coup, ce que je fais pour me reprendre, c'est important aussi. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps parce que je suis le genre de personne qui, pendant 1 à 2 semaines, va enregistrer va apprendre comme une poésie son incantation. Oh. Et sauf que si vous nous suivez sur Demoiselles étranges, vous savez que mes incantations sont souvent très directes et ont absolument aucune rime. Donc du coup, pour les enregistrer dans mon petit cerveau, c'est parfois compliqué. Et du coup, pour l'une des, en plus ça date pas d'il y a longtemps. Ça, je peux pas me planquer derrière le. J'étais jeune. J'ai bégayé du début à la moitié de l'incantation, mais genre je n'ai pas pu la terminer, quoi. Et pourtant j'avais mis tout mon cœur. Hein. C'était mignon comme tout, mais non, j'ai bégayé mais sur les 3 premières phrases. Et au bout d'un moment, je me rends compte de ce que je suis en train de faire, quoi. Et je rigole. Impossible de m'arrêter. Du coup, je me suis reprise. J'ai ouvert le cercle, je suis partie. Je suis allée faire 2-3 trucs, je suis revenue. Et là, respiration à fond, en mode on se remet dedans, on refait tout bien et on redémarre. Et ça s'est bien passé. Et j'ai eu un accro parce que j'ai eu un oubli. Mais j'avais mon texte sous les yeux, du coup, parce qu'il était hors de question que je prenne plus de temps alors que ça avait déjà été super long. Et du coup, j'étais là, mais
C'était catastrophique, quoi, vraiment. Mais je pense qu'il y aurait eu mon conjoint ou quelqu'un qui m'aurait regardé, il aurait autant rigolé que moi, quoi. C'est pathétique. Et toi? Je veux savoir. Avant que je donne ma réponse, on a Robert sur le chat qui nous dit que c'est clair, si tout va mal dans un rituel, il faut abandonner. Il dit, si les choses se passent mal, c'est que c'est pas le moment de le faire ou que le dit rituel n'est pas approprié. Donc, c'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Robert, merci pour ton partage. De mon côté, je vais réduire à sa plus simple expression le dit rituel. Donc, moi, je travaille avec un bâtonnet, en tout cas, c'est bon. C'est un outil d'une autre culture que j'utilise, qui m'a été donné par un mentor spirituel que j'ai eu pendant longtemps. Et c'est un petit bout de bois que je frotte entre mes mains et que je laisse tomber. S'il tombe à la verticale, ça veut dire oui, je peux faire le rituel. S'il tombe à l'horizontale, ça veut dire non. Donc, j'utilise ce petit bâton-là avant toutes mes demandes et tous mes tirages. Donc, quand je fais des tirages de tarot ou autres, si c'est un bon moment pour le faire, si je suis prête à recevoir la réponse, j'utilise mon petit bâton. Si mon bâton dit non, Valérie n'agit pas. je prends la réponse très au sérieux. Si ce genre de situation-là arrive, parce que oui, ça m'est déjà arrivé de bégayer, de lire une incantation ou de faire le rituel puis de le lire dans la semi-obscurité puis de sauter un gros passage du rituel où est-ce que je me dis, comment ça qu'il faut que... Mais là, puis je regarde l'autel puis je vois bien que les choses sont pas placées correctement parce qu'il me manquait un bout. J'ai comme sauté ce bout-là parce que il faisait noir, puis je lisais ma page, mais clairement, il manque un gros morceau du rituel que j'ai pas fait. Dans ces moments-là, même chose que toi, je m'assois, je rigole un bon coup, puis là, je me dis, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai honte, je me suis plantée. J'ai fait une boulette, je suis désolée. Et généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais me recentrer. Et c'est là que mon petit bâton est très important parce que là, je le sors puis là, je me demande est-ce que tout est gâché? Si ça me dit non, là, à ce moment-là, je vais simplement simplifier le rituel à sa plus simple expression. S'il est question d'allumer une chandelle, que c'est ça vraiment le point culminant du rituel, alors là, je vais laisser faire tout le reste. Je vais me concentrer sur ma chandelle, je vais l'allumer, je vais faire ma demande. Je vais même préciser dans ma demande que c'est avec regret que je vous présente ce rituel. Je vais vraiment mettre ça de façon très humoristique. Et je vais vraiment passer le commentaire de si ce rituel doit avoir lieu, que ma demande soit quand même entendue. Et je vais quand même essayer d'envoyer mon intention. Cela dit, si c'est un foutoir complet, le compare, j'en ai fait un en extérieur, j'en ai déjà parlé, où est-ce que c'était un rituel d'abondance. J'avais une noix de Grenoble que je devais enterrer dans un trou avec ma demande autour et tout ça. Donc, j'étais assis devant le trou. Voilà. J'étais assis devant un trou en forêt. Et j'étais en train de méditer sur ma demande. Je faisais une visualisation et tout ça. Et là, j'ai senti un petit bout de fourrure sur ma cuisse. Puis quand je me suis retournée, il y avait un écureuil tout près. Que je vais oh! Et là, j'ai continué. Mais lui a vu la noix de Grenoble qui portait toute ma charge d'abondance. Et il est parti avec. Il est parti avec ma noix de Grenoble. Il a vu l'abondance, lui aussi. Il a vu l'abondance. Alors, du coup, ben, évidemment, j'ai pas continué le rituel parce que j'avais plus de noix. Mais ça m'a fait réaliser que, à sa façon, son arrivée, le fait de dire voici de l'abondance, je la prends et je m'en vais avec. J'ai quand même donné de l'abondance à quelque chose en guise d'offrande. Donc, ma demande a quand même été entendue, mais c'est pas déroulé comme je l'avais prédit. Donc, ça aussi, c'est le genre de truc où est-ce qu'on se plante un peu, mais qu'on se dit, bah, finalement, il y a peut-être une intention qui va se créer quand même. Mais oui, il y a des gens qui vont juste lâcher prise et dire non, clairement, c'est un signe. Vous l'interprétez comme vous le ressentez à ce moment-là. Parce que je sais pas pour toi, Lina, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être très, très nerveuse avant un rituel, d'avoir vraiment le cœur qui débat, puis d'être stressée, puis d'avoir peur de faire une gaffe. Quand vous êtes dans cet état-là, puis que vous ratez une partie du rituel, c'est sûr que cet état-là va pas vous aider à avoir confiance pour le continuer.
à ce moment-là, c'est préférable d'arrêter. Mais si vous êtes capable de prendre ça avec légèreté, avec un grain de sel, d'en rire un bon coup, je pense qu'on peut quand même arriver à un résultat. Faites peut-être juste revoir notre façon de faire sur le moment. Tout à fait. Ben moi, je suis plutôt du genre, justement, à arrêter. Genre, ça part en cacahuète, et ben tant pis. Je stoppe par peur aussi de moquer. Tu vois, j'ai pas le réflexe de l'excuse, je peux l'avoir, mais revenir dessus ensuite, j'ai plutôt je stoppe net et j'y reviens plus tard, quoi. Du coup, ben, par exemple, l'accident chez ma maman, j'ai pas repris pendant 15 jours derrière, et de toute façon, je n'avais plus de chandelle à disposition, tout avait été confisqué, donc c'était compliqué. Mais j'ai pas cherché à faire autrement parce que j'étais un peu plus surveillée à ce moment-là. Exactement. Mais non, ouais, quand il y a l'accident se produit, moi, j'essaye de pas trop y revenir. Bon. Quand c'est comme si je rigole comme ce que j'expliquais tout à l'heure, je peux aller me reprendre, boire un verre d'eau, me calmer, mais si je sens que ça part vraiment en cacahuète, tant pis. Tout simplement. Hop. C'est à toi, non? Non, c'est à toi. Oups. Quel est ton plus grand accident magique qui a eu un effet inattendu mais finalement bénéfique? Je dirais qu'à un moment donné, j'ai fait une demande parce que je deviens très nerveuse quand je loue un logis parce qu'il vient le temps du renouvellement. Puis j'ai fait une demande. Je pensais qu'on était en lune croissante et je me suis dit ça va être le moment parfait pour faire une demande à ce que mon bail soit renouvelé sans problème et tout ça. Donc j'avais fait une demande là-dessus parce que ça me stressait beaucoup. On n'était pas dans une période très appropriée pour trouver des logements et tout ça. Et j'ai mal regardé la phase lunaire à ce moment-là et on était plutôt en lune décroissante. Donc, j'ai fait ma demande de trouver que je renouvelle mon bail. Le bail n'a pas pu être renouvelé. La personne mettait le logis en vente et on était en lune décroissante. Et là, je me suis rendu compte de ça. Puis j'ai fait, oh non, je suis sûre que c'est parce que je l'ai pas fait au bon moment ou quoi que ce soit. Là où ce que ça a quand même bien réussi, c'est que le propriétaire du dit logement a dit, mais si tu veux, j'ai un autre logis qui pourrait t'intéresser. Il est moins cher et il est plus grand. Donc, oh bien. Hein? Donc, ça a été un rituel finalement qui m'a amené un lâcher prise pour laisser place à quelque chose de mieux, finalement. C'est trop bien. Et toi? Eh bien, je n'en ai pas en tête, malheureusement. Ah, ça, c'est décevant, Lina, mais tu vois, on allait manquer de temps, donc voilà un accident qui se produit bien en synchronisation. Ben, je voulais te poser cette question, mais je t'avoue que j'ai pas réfléchi à ma réponse pour celle-ci. Ah voilà, les intentions sortent. Prochaine question. Est-ce que tu as un rituel qui te réussit tellement que c'est devenu ta spécialité? La tasséomancie et les tirages de cartes. Bon, c'est sans surprise, il n'y a pas d'originalité dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé à pratiquer la sorcellerie et c'est ce qui m'anime depuis de nombreuses années maintenant et j'adore ça et d'ailleurs beaucoup dans mon entourage ont confiance en moi sur ça et du coup j'en fais profiter un peu tout le monde et j'adore ça quoi. Et puis ça me permet aussi de savoir un petit peu les potins. Potineuse. Moi, je te dirais que ce qui me réussit le mieux, c'est de toujours demander que peu importe ce qui se passe, ça se passe dans la facilité. C'est une attitude que j'ai commencé à adopter il y a plusieurs années de ça quand je faisais face à une situation que j'avais beau... Parce que, bon, on va se le dire, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle sur tout. Je suis pas quelqu'un qui délègue facilement, je suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement. Il faut vraiment que j'aie le contrôle, surtout quand j'ai pas le contrôle, je deviens folle. Donc, c'est très important. Bon taureau. Oui, voilà.
Et au moment où tu dis ça, j'ai fait le petit signe avec les cornes sur ma tête. Mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment besoin d'avoir le contrôle. Donc, face à des situations que malgré toutes les façons possibles que je pouvais tenter d'avoir le contrôle dessus, j'y arrivais pas. Je me tournais vers ma spiritualité pour faire une demande là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Il faut que j'arrête de chercher à avoir le contrôle, surtout parce que la vie est pas comme ça. Il y a des choses sur quoi on n'a jamais le contrôle, puis il faut que je l'accepte. Donc, ce que j'ai décidé de faire, au lieu de faire des demandes avec un dénouement précis ou de viser un objectif en particulier, ce que je demande toujours, c'est d'avoir l'aide des énergies pour que peu importe ce qui se présente à moi, peu importe la façon dont ça va se présenter à moi, que je sois capable d'y faire face dans la facilité. Et à date, c'est vraiment la meilleure approche pour moi, peu importe les demandes que je fais. Fait qu'on peut quasiment dire que toutes les demandes que je fais, c'est toujours la même, finalement. Je vais travailler avec des éléments différents, tout dépendant de la demande en question, mais ça reste que ma demande, c'est toujours que peu importe ce qui se passe, j'y fasse face avec facilité. Et je dirais que c'est devenu ma spécialité là-dessus, d'avoir ce lâcher-prise-là et de faire en sorte que non seulement j'ai pas le choix d'y faire face. Je cherche pas à l'éviter, je cherche pas à faire en sorte que ça se présente différemment, mais je sais que ça va se faire dans la facilité. Ça, c'est très, 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 très bon conseil, je trouve. Je devrais en prendre de la graine. Ou plusieurs graines. On en a besoin. C'est la dernière, Lina. As-tu déjà reçu un signe ou une réponse et décidé d'ignorer complètement ce que ça disait parce que ça ne t'arrangeait pas? Je pense que celle-ci, elle rejoint un peu ton histoire de voiture. Oui, mais j'ai une autre histoire. Oh, vas-y. Écoute, j'étais en train de faire un tirage de tarot, comme tu sais, ce qui est très rare chez moi. J'ai tiré la carte des amoureux. J'étais en relation à longue distance à ce moment-là avec quelqu'un que je ne faisais pas tout à fait confiance, parce que voilà, je ne faisais pas confiance. Et j'avais un pressentiment que peut-être qu'il n'était pas tout à fait honnête. Ce qui n'était pas très important pour moi parce qu'on n'était pas, c'était pas un couple officiel. Donc, je voyais pas vraiment d'avenir. C'était plus une distraction. Et oui, j'ai fait ça, je l'ai utilisé pour une distraction. Mais voilà. Ça faisait pas de mal à personne à ce moment-là. Tout allait bien. J'y voyais pas d'inconvénients, mais je sentais qu'il était pas honnête. Et j'avais aussi la carte du magicien dans mon tirage, juste à côté. Clairement, ça voulait dire que mon intention était bonne et que clairement, il essayait de cacher des choses, de me faire croire des choses et tout ça. Et d'une façon très naïve, je me suis dit, oh, je vois juste des mauvais messages partout. Donc, j'ai tenté de ignorer. Et oui, effectivement, 1 ou 2 mois après, j'ai découvert en fait qu'il voyait 2 demoiselles en même temps. Et donc, voilà, c'est là que j'ai décidé de laisser cette personne qui ne peut pas être digne de confiance à l'autre personne. Puis c'est ça, c'était littéralement un triangle amoureux dont je faisais partie contre mon gré. J'ai pris ça avec légèreté, je le savais. J'ai écouté du Rick Astley avec ma mère, on a bu du vin, on a bien rigolé de la situation, mais voilà. Ça faisait 2-3 tirages que j'avais ces mêmes cartes-là, puis j'essayais d'ignorer mon ressenti. Alors c'était clair, le message était clair. Et toi? Ben moi aussi, c'est souvent le tarot qui me donne des petites claques derrière la tête. Je ne sais pas si vous avez la culture NCIS à Québec, mais nous, on appelle ça une gipsette avec mes copines, ou en mode une petite claque derrière la tête, comme c'est les données Gips à Dinozzo. Si vous avez la référence dans le chat, sachez que je vous aime. Et ça m'arrive très régulièrement. Est-ce que j'ai une anecdote en tête? Oui, j'étais dans une entreprise une entreprise familiale où les relations avec mes collègues se passaient mal, mais en revanche, j'avais un très bon salaire, les horaires qui allaient bien et tout, et voilà. Et j'ai demandé aux cartes si j'avais un avenir dans cette entreprise, si j'avais un avenir dans cette entreprise, si j'allais pouvoir grimper d'échelons, etc. et tout.
Et du coup, ça s'est dénoué que effectivement, 2 mois plus tard, j'ai eu une promotion. Par contre, j'ai fait un énorme burn-out qui a accompagné la promotion parce que beaucoup de responsabilités, d'heures sup, etc. Et les cartes, je sais plus exactement ce que j'avais tiré, mais il y avait un 10 d'épée dans l'équation, il me semble. Et en général, ça pardonne pas, quoi. Donc finalement, les cartes m'ont pas du tout dit ce que je voulais entendre. J'ai voulu insister, je ne me suis pas écoutée. Tu vois, c'est le fil conducteur un peu de cette émission ce soir. Ouais. Et au final, j'aurais dû écouter les cartes, prendre mes clics et mes claques et partir loin. Les cartes ont dit non, Lina a dit oui. Voilà. C'est souvent comme ça, hélas. On fait tout ça, je pense. On a vraiment cette tendance-là à dire comme je le vois, je le comprends, mais non. C'est ça. Et il y a tellement de mimes sur ce sujet-là, d'ailleurs, qu'on va passer justement quand nos guides nous envoient un message, puis qu'après ça, ils se mettent une claque d'en face en disant ils n'ont pas compris le message. C'est vraiment comme ça qu'on se sent. Eh bien, on a terminé notre duel, donc c'est la fin. Merci d'avoir été avec nous, chers enchanteurs, malgré les problèmes techniques. En fait, il y aura un replay comme d'habitude. Et on vous souhaite à nouveau que votre pratique reflète vos pouvoirs et que les secrets vous soient révélés. D'ici à notre prochain rendez-vous, c'était Lina et Valérie de Demoiselles Étranges pour Radio Fantasia. Merci, Lina. Merci Valérie, bonne soirée à tous. Toujours un plaisir.